Aujourd'hui, M. Rachid Sekak. Bonjour, monsieur Sekak. Alors, vous êtes expert en économie et en finance, diplômé de l'Université d'Alger et de l'Université de Californie. Donc, après un début de carrière dans l'enseignement aux États-Unis et en Algérie, vous avez rejoint la Banque d'Algérie, vous avez occupé le poste de secrétaire général du Conseil de la monnaie et du crédit, puis celui de directeur de la dette extérieure. Donc, c'était durant les années 90. Ensuite, vous êtes orienté vers l'international en occupant plusieurs postes de responsabilité, donc des banques et des institutions financières. Et en 2007, vous avez été nommé à la tête de HSBC Algérie, donc fonction que vous avez occupée jusqu'en 2014. Actuellement, vous consacrez donc, à une activité de conseil et d'expertise, et aussi à la formation. En Algérie et en Europe, tout en dirigeant la société de conseil stratégique et financier SL Finance, dont vous êtes le fondateur. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, l'Algérie, donc un pays qui dans l'économie est basée essentiellement sur la rente pétrolière, subit une crise provoquée par une chute des prix du brut. Donc, ça dure depuis le second semestre de l'année 2014. Et donc, l'Algérie a subi une baisse significative de ses recettes pétrolières qui sont passées d'à peu près 70 milliards de dollars en 2014, environ une vingtaine de milliards de dollars en 2020. Cette crise s'est aggravée avec donc, la pandémie de Covid-19. Et donc, depuis 2014, les différents gouvernements qui se sont succédés ont pris différentes mesures pour essayer de juguler cette situation de crise, notamment le recours donc à la planche à billets, donc au financement non conventionnel, et en essayant aussi de limiter les importations. Aujourd'hui, jeudi 18 mars 2021, quelle est la situation de l'économie algérienne ? C'est une question complexe que de résumer la situation. Mais comme vous l'avez remarqué, le souci, la situation actuelle, c'est la combinaison de plusieurs choses. Il y a d'abord l'effondrement du prix du baril à partir du second semestre de 2014, excusez-moi. Et ensuite est venue se greffer sur cela la crise du Covid. Alors, si vous voulez, il faut pas attribuer au prix du baril trop de problèmes. D'accord. Le prix du baril, c'est pas la cause. Le prix du baril, c'est le révélateur. C'est le révélateur de quoi ? C'est le révélateur que nous avons un système économique qui est complètement obsolète et qui ne peut plus fonctionner de la manière dont il avait l'habitude de fonctionner. Alors, c'est quoi ce modèle économique ? C'est tout simplement, j'allais dire, un modèle basé sur la rente pétrolière, basé sur la redistribution de cette rente pétrolière à travers la politique budgétaire, au travers notamment d'un secteur économique où le secteur public est hégémonique, aussi bien au niveau des entreprises qu'au niveau des banques. Le problème d'un système comme celui-là, c'est que la politique économique du pays, ses équilibres sociaux, ses équilibres politiques, ses équilibres économiques dépendent d'une variable exogène qui s'appelle le prix du baril. Alors c'est difficile de parler de souveraineté quand on a une économie qui dépend d'une variable exogène. Alors bien évidemment, comment on a essayé de colmater les brèches, puisque à mon avis on a tout simplement essayé de colmater les brèches, on n'a pas encore compris qu'il faut changer complètement de paradigme. Donc c'est tout le système économique qui doit être changé. Tout à fait. Il faut passer à autre chose, passer à une économie de production de biens et de services, passer à une économie où la croissance est tirée par le secteur privé, etc., etc. Donc c'est quand même assez compliqué. Au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on a des soucis très importants. On a des déficits budgétaires qui sont colossaux.
On a un déficit de balance des paiements qui est très très important. On a une croissance qui, l'année dernière, était négative de 5 à 6%, notamment à cause du Covid cette fois-ci. On a un taux de chômage qui augmente. On est dans le problème, c'est qu'on ne peut pas chiffrer, en tout cas, on n'a pas d'indice réel sur toutes les... Alors, on a un problème de fond dans notre pays, c'est que aussi bien les chercheurs que les experts, que nos étudiants, etc., on ne dispose pas toujours de la totalité de l'information chiffrée qui permettrait de faire un diagnostic juste de la situation. Très bien. Alors, doit-on aller à l'endettement extérieur? Encore une question à la fois simple et complexe. Alors, vous dites, je préfère que vous dites doit-on. Très honnêtement, est-ce que c'est encore un choix? D'accord. Est-ce que c'est encore un choix? Alors, je sais que chez nous, la dette a été diabolisée. La dette a été politisée, tout simplement parce que on a encore beaucoup d'entre nous les douloureux souvenirs des années 90. Alors souvent on fait la confusion entre la dette et le FMI. Oui. C'est deux sujets complètement différents. Le FMI, c'est pas pour les pays endettés. Le FMI, c'est pour les pays qui sont surendettés et au bord de la crise d'insolvabilité. Alors, soyons très clairs, notre pays est en déficit de ressources. Il est en déficit de ressources depuis 2017-2018, probablement. Et je crois qu'on doit considérer la dette, non pas comme un objet politique, mais la dette, c'est tout simplement un instrument comme les autres. Alors, c'est un instrument qui nous permettra, très probablement, de réduire l'amenuisement rapide de nos réserves de change, puisque si nous réglons tout cash, ça a comme effet de réduire nos réserves de change. Pour rappel, elles sont passées de 194 milliards au début de 2014 à environ 40 milliards au jour d'aujourd'hui. Et l'endettement extérieur aussi permettra, dans le cadre d'un ajustement, de réduire, plutôt d'étaler dans le temps, les coûts sociaux qui seront associés à cet ajustement. Puisque le coût social, soyons très clairs, on ne pourra pas l'éviter. On ne pourra pas l'éviter puisque le coût social de l'ajustement, c'est tout simplement le prix à payer pour la gabegie économique du passé. On pourra l'étaler et la dette extérieure pourra nous donner un peu de répit. Alors, ne croyons pas que la dette extérieure va réduire tous nos problèmes. Nos capacités de mobiliser des crédits extérieurs sont malgré tout assez limitées. À cause de la crise économique mondiale ou c'est plus pour une question de solvabilité? C'est assez limité parce que il sera fait référence à notre potentiel économique, à nos ratios, etc. Et par rapport à l'amplitude de nos déficits, la dette extérieure ne pourra, j'allais dire, que couvrir l'équivalent très probablement d'un an d'importation. Alors, mais il ne faut pas prendre n'importe quelle dette. J'ai toujours comme habitude de dire que la dette, c'est un peu comme le cholestérol. Il y a deux catégories de dettes. Il y a la bonne et il y a la mauvaise. Alors, la bonne dette, c'est quoi? La bonne dette, c'est la dette qui fait de la croissance, qui crée de l'emploi, qui augmente les exportations, qui a un effet d'import-substitution. Je ne vois pas en quoi cette dette serait contraire à notre souveraineté. D'un autre côté, il y a la dette qui sert à financer un pays qui consomme plus qu'il ne produit, et que celle-là, bien évidemment, ce n'est pas une dette qui génère son propre remboursement, et elle mène directement à une impasse
comme cela s'est passé à partir de 1986, l'impasse est arrivée quelques années un peu plus tard, en 92, 93 et 94. Voilà. C'est-à-dire que le choix de la mauvaise dette conduira l'Algérie directement au FMI. Sans aucun doute, sans aucun doute. Mais ce qui mènera l'Algérie au FMI, c'est si on ne s'ajuste pas. Hein, puisque si nous ne le faisons pas nous-mêmes... voilà, c'est-à-dire que nos équilibres macroéconomiques aujourd'hui sont très clairement intenables. Que ce soit les équilibres budgétaires ou les équilibres de balance des paiements, c'est intenable. Et si on ne s'ajuste pas assez rapidement, eh ben, les gens viendront nous ajuster et ça risque d'être le recommencement de la mauvaise expérience des années 90. Alors, pour revenir un peu à l'actualité, le ministre des Finances a récemment déclaré que la monnaie nationale devrait enregistrer un regain avant la fin de l'année en cours. Alors, est-ce que cette affirmation, finalement, ne contredit pas déjà ce qui est inscrit dans la loi de finances, donc jusqu'en 2023, qui n'annonce pas une amélioration, justement, de la valeur du dinar? Écoutez, je pense que l'ajustement du dinar qui a eu lieu ces derniers mois, c'était tout simplement une tentative d'accroître les recettes budgétaires. Hein. La fiscalité pétrolière est un des éléments importants de nos recettes fiscales. Et l'ajustement à la baisse du dinar a pour effet d'accroître la base en dinars sur laquelle s'appliquent les impôts des hydrocarbures. Donc, sur les derniers mois et sur les prévisions de balance des paiements, j'allais dire, on était plutôt dans une problématique d'accroître les recettes fiscales. Alors, bien évidemment, est-ce qu'on doit annoncer par avance des dévaluations de monnaie, de la monnaie nationale? Je pense que c'est une erreur. Hein. Et j'ai rarement vu dans ma vie professionnelle des autorités qui annoncent 1 an, 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans à l'avance une dépréciation de leur propre monnaie. Ça crée des anticipations, négatives. Hein. Et ça peut entraîner une perte de confiance dans la monnaie. Alors, est-ce que le dinar va augmenter d'ici la fin de l'année? Bon, de quel dinar vous parlez? Hein? Si vous parlez du dinar officiel, très clairement, au jour d'aujourd'hui, le cours du dinar officiel relève encore très très largement, j'allais dire, d'une influence administrative. Malgré tout ce qu'on veut bien nous dire sur le panier de marchands, le panier de monnaie, etc., sur le taux de change effectif réel, c'est encore malgré tout des éléments très fortement influencés par des décisions administratives. Alors, sur le marché parallèle, bon, je ne me permettrai pas de m'exprimer sur l'évolution qui sera celle de notre monnaie sur le marché parallèle, tout simplement parce que s'exprimer sur un tel sujet pourrait créer, j'allais dire, des anticipations négatives que je reprochais il y a 2 minutes à certaines de nos autorités. Donc j'ai pas envie d'accroître les soucis sur le taux de change. Voilà. Le ministre des Finances, toujours, qui le jour même avait déclaré, je cite, l'inflation est très très maîtrisée en Algérie par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Vous n'avez qu'à voir les prix pour le constater. Sauf que les consommateurs voient tous les jours les prix au quotidien et donc cette augmentation de de la grande majorité des produits. Alors l'inflation, c'est un vaste sujet. Hein. L'inflation, c'est un vaste sujet. Alors bon, il faut bien voir que
Quand on parle d'inflation en Algérie, on fait référence à un indice des prix à la consommation sur Alger. Bon, cet indice des prix à la consommation, il est très clairement obsolète. Il reflète plus la réalité. Il reflète plus la réalité de nos prix. Alors, bien évidemment, j'allais dire, tout le monde s'attendait à une hyperinflation. Hein. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue suite au financement monétaire du déficit du Trésor à partir de 2017-2018. C'est pas venu. Alors, bien évidemment, ce qu'il faut voir, c'est que quand il y a un déficit budgétaire tel que le nôtre, et encore une fois, notre déficit budgétaire se balade depuis des années entre 10 à 15% du PIB, ce qui est énorme. Ce déficit budgétaire crée une demande. Hein. Cette demande, elle est très clairement excédentaire par rapport à l'offre locale qui est assez rigide. Hein. Et nous avons eu la chance jusqu'à présent que cet excédent de demande par rapport à une offre rigide a été pris en charge par un flux d'importation. Alors, ça a été pris en charge par un flux d'importation à un taux de change qui était très largement subventionné, donc qui a eu l'impact de contenir l'inflation. Et puis, donc, vous avez là, j'allais dire, un des éléments qui explique que l'inflation n'a pas été aussi fort qu'elle aurait dû être. Et puis, le deuxième élément qui est de manière assez surprenante, c'est que depuis 2 ou 3 ans, on observe en Algérie une modération salariale qui est tout à fait surprenante. Hein. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la modération salariale va continuer ? Et la deuxième question, qui est plutôt la question de fond, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le bouclage de la boucle économique algérienne se fait par l'importation, se fait donc en contrepartie d'un amenuisement des réserves de change. Demain, qu'est-ce qui va se passer quand nos réserves de change auront disparu ? Puisque, encore une fois, on est passé de 194 milliards à 40 milliards. Donc on peut supposer que si nos réserves de change continuent à diminuer de 20 à 25 milliards de dollars par an, il va arriver un moment où elles seront à zéro. À ce moment-là, que fait-on ? Est-ce que la question de la convertibilité du dinar pourrait régler cette situation ? Alors la convertibilité, si vous voulez, la convertibilité, tout le monde en parle. C'est un sujet à la mode. Hein. Mais bon, c'est un peu le résultat. La convertibilité, c'est une résultante. Hein. Alors oui, la convertibilité doit être un objectif, mais c'est un objectif. Il ne faut pas la proclamer, il faut la construire. La convertibilité, ça se construit. Ça se construit précisément par la modification du modèle économique obsolète que nous avons examiné tout à l'heure. La convertibilité, ça se construit à terme par un vrai programme de réforme structurelle qui se traduira par la construction d'une économie, non pas de rente, mais une économie de production de biens et de services. Alors, la convertibilité, si vous voulez, c'est bien évidemment la seule solution que je connaisse à la disparition du marché parallèle de la devise, hein, ce qui m'amène à dire que le débat actuel sur les bureaux de change est un débat complètement stérile et sans intérêt. Il ne pourra pas y avoir de bureau de change sans une convertibilité totale de la monnaie, et il ne pourra pas y avoir une convertibilité totale de la monnaie sans la construction d'une économie de production de biens et de services. Voilà, donc mettons-nous au travail assez rapidement. Et donc la construction de cette économie de biens et de services passe aussi par des réformes financières et bancaires.
Alors pas uniquement, parce que pas uniquement des réformes financières et bancaires, si vous voulez. Des réformes structurelles, c'est un puzzle. Hein. Des réformes structurelles, c'est un puzzle. Et la réforme bancaire et financière n'est tout simplement qu'une pièce de ce puzzle. Ça va bien au-delà de la réforme des banques. Ça doit tourner autour de la réforme de la gouvernance économique, hein, de la modification de la philosophie du service public, de la promotion du secteur privé, de la réforme du système éducatif, de la réforme du marché du travail. La réforme bancaire et financière est bien évidemment nécessaire, mais encore une fois, il n'y a pas de réforme unique. Il y a tout simplement la nécessité de mettre en place des mesures qui soient complètes, complémentaires et certainement cohérentes entre elles. Alors que pensez-vous de cette idée d'ouverture de capital de banques publiques? Très clairement, il faut revoir la gouvernance des banques publiques, sans aucun doute. Très clairement, les banques publiques ne sont que l'élément par lequel se fait la redistribution de la rente. Hein. Elles sont dans un rôle qui est complètement ambigu, puisqu'elles sont dans un rôle à la fois où elles ont un rôle commercial stricto sensu, et elles ont en même temps un rôle pour le compte de l'État. Hein. Malheureusement, ces deux rôles-là ne sont pas séparés. Ils apparaissent dans les mêmes bilans. Et donc, il est difficile d'apprécier l'efficacité et l'efficience de nos banques publiques si nous ne séparons pas les deux activités. Alors, bien évidemment, dans la modification de la gouvernance des banques publiques, l'ouverture du capital pourrait être une solution. Alors, le souci que j'ai avec tout ça, c'est que ça veut dire qu'on accepte une totale transparence sur les portefeuilles de nos banques publiques. Hein. Et je ne suis pas certain que l'introduction de nos banques publiques en bourse soit le meilleur instrument ou le meilleur moyen de les privatiser. Hein. Je pense qu'il ne faut pas rester entre deux chaises. Il faut se dire, quoi que cela coûte, quoi que cela ne rapporte pas, il faudra privatiser au moins, à mon avis, deux de nos banques publiques pour modifier considérablement la donne. Mais je ne suis pas sûr que l'introduction en bourse soit le meilleur moyen d'y arriver. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer dans ce processus de privatisation de ces banques publiques l'entrée de capitaux étrangers, d'actionnaires étrangers dans le capital de ces banques? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est-à-dire, est-ce que économiquement ou surtout politiquement, ça serait acceptable? Alors, je ne suis pas là pour exprimer l'avis des autorités politiques. Je ne sais pas du tout ce qu'elles ont en tête. Mais j'allais dire, les investisseurs étrangers qui ont investi en Algérie dans le secteur bancaire ne l'ont pas regretté. Hein. Alors bien évidemment, est-ce qu'il pourrait y avoir de l'intérêt pour la reprise d'une banque publique par des capitaux étrangers? Très probablement, mais ils voudront reprendre la totalité de la banque. D'accord. Hein. Ils voudront reprendre la totalité de la banque et tout tournera autour de la valorisation de la banque. Hein. Et il ne faudra pas faire marche arrière comme nous l'avons fait précédemment avec le CPA si nos attentes de prix
sont pas satisfaites par les offres réussies. Les investisseurs étrangers payeront le prix qu'ils jugent optimal pour l'entité qu'ils achèteront. Voilà. Donc, oui, pourquoi pas? Alors, les pouvoirs publics ont tenté d'attirer dans le circuit bancaire ce qu'on appelle les fonds de l'informel. Jusqu'à présent, sa stratégie de résorption n'a pas réellement donné de résultats probants. Que doit-on faire pour... Est-ce qu'il faut essayer de trouver d'autres moyens de pouvoir attirer cet argent dans le circuit officiel? Le problème, si vous voulez, c'est que chez nous, on développe des idées, sans avoir de données empiriques, sans avoir évalué les choses de manière empirique. Bon, j'étais assez surpris dernièrement que la quasi-totalité de la presse algérienne, soyons clairs, considérait que, suite à la note de la Banque d'Algérie publiée récemment, que la monnaie fiduciaire qui circulait hors des banques, évaluée à un peu plus de 6 000 milliards de dinars, concernait l'économie parallèle. Je crois que c'est une vision erronée des choses. Cette circulation fiduciaire importante, qui représente, d'après les chiffres de la Banque centrale, un peu plus de 34% de notre masse monétaire, relève de plusieurs problématiques qui n'ont pas tout à voir avec l'économie parallèle. C'est la conjonction de plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que vous et moi, nous connaissons ce qui se passe. Nos compatriotes dans les entreprises et dans les administrations sont payés le 25 du mois le matin à travers la banque postale ou à travers les banques. Le 25 le matin, le 25 l'après-midi, ils retirent tout, ou le 26 au matin, ils retirent la totalité de leur salaire. Bon, alors vous voyez bien que cet argent, il était dans les banques. Donc c'est pas un problème d'inclusion financière, puisque ces gens-là étaient bien inclus dans notre secteur bancaire. C'est donc un problème de désinclusion financière. Alors, pourquoi cette désinclusion financière ? Et pourquoi ça s'est accéléré ces derniers temps ? Bon, tout simplement parce que les ménages ont augmenté les encaisses oisives, les encaisses de précaution qu'elles ont à la maison. C'est le matelas, soyons très très clairs. Alors, pourquoi ça ? Bon, il y a un problème structurel, c'est l'absence de paiement électronique très développé dans notre pays. On est probablement un des pays les plus archaïques au Maghreb, sur les moyens de paiement disponibles, les moyens de paiement électroniques. La deuxième chose, c'est que quelque part par là, le Covid a probablement créé une certaine méfiance, un manque de confiance. Il vaut mieux avoir l'argent à la maison qu'à la banque, etc. Donc, plutôt que de retirer 90%, on retire 100% maintenant. Et puis, le dernier élément, si vous voulez, c'est qu'il n'y a aucune incitation à l'épargne. Nos compatriotes, qu'est-ce qui peut les inciter à épargner ? C'est l'accès au logement. Le logement, tout à fait. Or, depuis 20 ans, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque qu'on a complètement déconnecté l'acte d'épargne avec l'acte d'accès au logement. Ce qui est une anomalie. La preuve, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la quasi-totalité du financement du logement en Algérie relève du Trésor. Or, ce poste de subvention, puisque c'est un poste de subvention, crée des besoins de financement qui sont colossaux et que le Trésor ne peut plus affronter. Au jour d'aujourd'hui, le niveau des crédits hypothécaires, c'est-à-dire les crédits immobiliers octroyés par les banques, dans notre pays est ridiculeusement bas. Je crois qu'on a quelque chose inférieur à
à 1000 milliards de dinars, c'est-à-dire moins de 2% du PIB. Si on regarde la moyenne en Afrique, les crédits hypothécaires, on est entre 10 à 15% du PIB. En Europe, on est entre 50 et 60%. Et dans un pays comme les États-Unis, on est largement au-dessus de 70%. Donc il faut revoir de fond en comble la politique de financement du logement. Alors vous voyez bien, sur les 6 000 milliards qui circulent, tout ne relève pas de l'économie informelle. Il faudra qu'on me fasse la démonstration de la part qui relève réellement de l'informel, des encaisses oisives des ménages ou des encaisses de précaution des ménages, et la part qui irrigue l'économie informelle. Étant entendu que le problème de l'économie informelle chez nous, certes, c'est quelque chose qui empêche l'efficacité de beaucoup d'éléments de la politique économique, mais c'est essentiellement un problème politique. Ça se résoudra d'un point de vue politique, ça ne se résoudra pas d'un point de vue économique. Il n'y a pas de solution économique à l'économie informelle. Est-ce que, justement, l'économie informelle, avec ses propres mécanismes de crédit, de transfert et même de fixation du taux de change, constitue en quelque sorte l'économie réelle en Algérie? Quand vous dites économie réelle, vous voulez dire reflet de la réalité? Reflet de la réalité. Je sais pas, mais vous savez, quand vous avez... vous pouvez pas tout réglementer. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Hein. À la fin de la journée, le marché l'emporte toujours. Hein. Et l'économie administrative ne peut pas tout réglementer. D'accord ? Et ça, c'est l'expression, j'allais dire, de la réaction, c'est l'expression de la réaction à quelque chose qui doit évoluer. Hein. Encore une fois, la philosophie du service public chez nous, c'est l'interdit, c'est le cahier des charges. Il faut que tout ceci change. Il faut qu'on passe à un service public qui soit là pour inciter, qui soit là pour orienter, qui soit là pour conseiller, qui soit là pour accompagner. Il faut sortir du texte réglementaire qui est l'interdit. Hein, parce que le marché est plus fort que nous. Et soyons très très clairs. L'économie informelle a un rôle social important. Elle permet à des gens de travailler, elle permet des équilibres sociaux, de la même manière que le marché parallèle de la devise a un rôle social important. C'est un petit peu le bouton de la cocotte minute qui permet à certains de nos compatriotes de partir en vacances, de régler les études des enfants, d'aller se faire soigner, etc., etc. Donc, reflet de la réalité, probablement amplifié en ce qui concerne le taux de change, mais le reflet que l'économie administrative ne peut pas tout réglementer. Parmi les mécanismes de l'économie informelle, il y a bien sûr le fait que certaines personnes profitent de l'importation, mais notamment avec la problématique de la surfacturation. Mais on connaît moins le mécanisme de sous-facturation. Alors, la surfacturation, tout le monde connaît cette pratique largement répandue par l'ancienne bande et ce qui en reste, hein, puisqu'elle n'a pas totalement disparu des rouages. Hein. Alors bien évidemment, c'était connu au niveau de l'importation, il y a de la surfacturation et avec la complicité des opérateurs étrangers, on laissait une partie de l'argent de l'autre côté, soyons très clairs. Alors ça, c'était de l'évasion fiscale, de l'évasion douanière, c'était du vol, soyons très très clairs. Alors la sous-facturation, elle a aussi existé. Alors je ne sais pas si elle existe toujours, franchement, je suis pas
j'ai suivi ces phénomènes il y a quelques années, mais je ne suis pas quelqu'un qui suit de manière attentive et permanente ce qui se passe sur le marché parallèle de la devise. Mais oui, mais bon, c'était des pratiques assez répandues aussi, qui faisaient que du fait des taxes douanières, notamment des taxes additionnelles qui étaient assez élevées et des droits de douane aussi qui étaient assez élevés, et pour éviter, j'allais dire, la TVA et se conduire à la sous-facturation, il y avait des importations qui étaient très largement sous-facturées, avec bien évidemment des complicités dans l'appareil administratif. Et ce qui se passait, ce qui était réglé par le canal bancaire était largement inférieur à la réalité de la valeur, et le complément était réglé par un accès à l'achat de la devise au marché parallèle. Ça se faisait quand vous aviez l'acheteur et le vendeur qui étaient en fait la même entité. Parce qu'il y avait la création de centrales d'achat à l'étranger par certains importateurs locaux, et en fonction de l'évolution des droits de douane et de la fiscalité, j'allais dire surfacturé ou sous-facturé. Voilà. Mais là, encore une fois, là, c'est l'ingéniosité du marché. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà. Alors, on parle beaucoup de l'économie des startups en Algérie depuis quelque temps. Est-ce qu'on peut financer des startups avec de l'argent public ? Alors, si vous voulez, très clairement, on voit bien, bon, tout d'abord, c'est une bonne initiative d'encourager les startups, d'accord ? Parce que la modernisation du pays viendra, j'allais dire, de l'intégration du mouvement que l'on voit partout à l'heure actuelle dans le monde, sur le numérique, sur le digital, sur Internet. Mais il ne faut pas tout attendre des startups, hein. Tout attendre des startups, parce que on risque d'être profondément déçus. Alors, on ne peut qu'encourager le développement des startups. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça me semble tout à fait approprié. Simplement, ce que l'on observe à l'heure actuelle, c'est l'absence d'un acteur essentiel. Au jour d'aujourd'hui, la promotion des startups, la création de l'écosystème start-up en Algérie, les incitations qui sont mises en œuvre par l'État. Et le grand absent, c'est le secteur privé. Le secteur privé qui pour le moment, n'intervient pas dans la création de fonds d'investissement, dans la création de fonds de capital risque, ce qui est dommage, parce que c'est son travail. Hein. Il devra à un moment ou à un autre prendre le relais du secteur étatique et s'occuper du financement, de la promotion et de la création de start-up. Alors, le patronat, je vais citer le FCE, et puis certains experts parlent de changer la valeur faciale de la monnaie. Est-ce que ça serait une solution ? À mon avis, c'est encore un gadget. Quand vous parlez de ça, vous me donnez l'impression qu'on peut soigner un cancéreux avec du Doliprane. L'économie est malade, et le changement de la valeur faciale... Alors, l'économie, c'est le cancéreux. Changer la valeur faciale, c'est le Doliprane. Écoutez, arrêtons de soigner le malade avec du Doliprane, et passons assez rapidement à la chimiothérapie ou à la radiothérapie. Sinon, le Doliprane, ça n'a qu'un effet très rapide, et ça n'a jamais réglé le cancer. Alors, arrêtons de parler de gadgets et entrons dans le vif du sujet très rapidement. Le vif du sujet, c'est des vraies réformes. C'est des vraies réformes structurelles que l'on doit tous, j'allais dire,
enclenchée, menée avec lucidité, rationalité, courage et détermination. Parce que très franchement, il s'agit de l'avenir des générations futures. Alors, vous êtes donc à travers SL Finance, donc votre société de conseil, en contact permanent avec des opérateurs étrangers. Est-ce que l'Algérie intéresse? Est-ce que l'Algérie a la capacité d'attirer des IDE? Bien évidemment. Bien évidemment. Et c'est dans l'intérêt de l'Algérie d'attirer les étrangers, d'attirer les IDE. Alors bien évidemment, pourquoi on doit attirer les IDE? Il y a plusieurs. C'est pas uniquement une question d'argent, bien que ça le soit devenu, hein, dans le cadre de nos équilibres de balance des paiements, pouvoir faire entrer 1 à 2 milliards d'IDE, 1 à 2 milliards de dollars d'IDE par an, c'est pas négligeable. Mais c'est surtout un volet important pour la technologie, pour l'acquisition de capacités managériales. Alors, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas totalement, tout simplement parce que notre climat des affaires, il est mauvais. Hein. Il est perçu comme mauvais. Hein. Il est perçu comme mauvais, pas seulement par les IDE, hein, mais il est aussi perçu comme mauvais par les opérateurs privés algériens qui souffrent le martyre pour investir. Première victime. Alors, un climat des affaires, c'est une alchimie complexe. C'est pas quelque chose de facile à définir. Alors, il faut reconnaître qu'au cours des derniers mois, notamment avec les projets de loi de finances pour 2020 et 2021, des améliorations sensibles ont été apportées. Mais ça reste encore largement insuffisant. Ce qui fait peur aux étrangers, mais aussi aux locaux, hein, puisque l'attitude des locaux sera incitative pour les étrangers. Hein. Quand les locaux n'investissent pas dans leur propre pays, les étrangers ont plutôt tendance à regarder ça avec méfiance. Alors, il faut simplifier les procédures administratives, soyons très très clairs. On a souvent des usines à gaz de procédures administratives. Il faut, comme vous le disiez tout à l'heure, améliorer l'accès au financement et réformer le secteur bancaire et le secteur financier. Il faut bien évidemment améliorer l'efficacité du système judiciaire. Notre système judiciaire, notamment en matière de droit des affaires, est un petit peu archaïque. Il faut revenir à la construction de la stabilité macroéconomique. Hein. Quand vous avez un déficit budgétaire de 15% du PIB ou quand vous avez un déficit de balance des paiements de 15 à 20 milliards de dollars, c'est pas rassurant pour les étrangers. Soyons très clairs, la corruption est toujours présente. Hein. Elle est toujours présente et elle est un frein à l'investissement. Et je crois que le gros problème dans notre pays, c'est que nous ne savons pas vendre notre potentiel. Hein. Nous ne maîtrisons pas les techniques du storytelling comme les maîtrisent certains de nos voisins. Nous avons un potentiel, mais franchement, on ne sait pas le vendre. Hein. On ne sait pas le vendre, alors, bon, on est en train de former apparemment de manière plus active notre diplomatie à la promotion économique du pays. Ça va prendre du temps, mais ça me semble indispensable parce que, encore une fois, notre politique de communication institutionnelle, elle est franchement d'un autre temps et se rapproche souvent de la langue de bois ou de ce que j'appelle les généralités généralisantes. Merci, Monsieur Seccach. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour toutes ces informations et vos analyses. Alors, je vous invite à signer notre livre d'or, le livre d'or de NSA Direct. Je vais prendre mon stylo. Très bien.
Je suis assez maniaque sur l'écriture. C'est un stylo plume? Hein? C'est un plume? C'est une plume Vous voulez quoi? Non, non, à vous de décider. Ça y est, on n'est plus en ligne, hein? Si, si, Ah, encore? bien sûr. Donc là, c'est... Voilà, juste ici. Alors... Je vous remercie pour cette émission, de nous avoir suivis pour cette émission. Et je remercie encore Monsieur Rachid Sekak. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci, bon week-end et bonne semaine.